de Syrie. J'ai vécu une épreuve, ou plutôt une grande épreuve. J'ai jamais parlé de ça, mais je crois que je vais en parler. Pour venir simplement à une chose, c'est que à une stratégie, et que moi je vois qui peut-être fera chuter le régime, c'est division par division. Et j'ai été arrêtée quand j'ai fait mes études en France ici. Après, je suis rentrée vers 82. C'était en pleine guerre du Liban. Moi, je suis née au Liban. J'ai la nationalité libanaise, mais j'ai toujours vécu en Syrie. Et pour moi, ce pays, c'est vraiment mon pays, que j'adore d'ailleurs. Je suis mariée à un Syrien aussi. Et je suis rentrée à Damas en 82, après mes études. Et j'ai travaillé à un moment donné à l'hôtel Méridien. Et comme en tant que Libanaise, je devais avoir ma carte de séjour. Déjà, j'avais ma carte de séjour, mais ma carte de travail aussi. On m'a convoquée au deuxième bureau et on m'a dit, moi j'étais télexiste, et on m'a dit qu'il fallait que je collabore avec eux. Ça veut dire que je dois leur faire un rapport toutes les semaines sur tout ce qui se passe. Et voilà, et moi je comprenais rien, j'étais pas dans la politique du tout, du tout. J'étais jeune étudiante, je finissais mes études, je terminais et tout. Alors, je leur ai dit d'accord, c'était à cette condition-là que je pouvais obtenir ma carte de travail. 3 semaines après, on me convoque pour retirer la carte de travail. Bon, j'avais les vacances, j'avais envie d'aller avec mes amis. Je me suis dit, bon, bah, je reviendrai après. J'irai la chercher après. De retour à mon travail, 2 personnes qui me convoquent à la réception, qui me disent, venez avec nous. Ils m'ont retiré ma carte de séjour. Et ils m'ont chassé de la Syrie. J'ai été arrêtée pendant 48 heures dans une cellule. Et ce qu'ils ont mis dans le rapport, comme quoi je faisais partie des phalangistes de Jemaïel, alors que je connaissais rien du tout et que je connaissais personne, ni phalangiste, ni rien. Mais il fallait bien une cause et une raison à ça. Des personnes de ma famille qui connaissaient une personne, mais c'était du côté de Rifat al-Assad à ce moment-là. Salah Yaddifa à l'autre bureau, qui étaient en rivalité avec les autres bureaux aussi, donc m'a fait revenir. Et quand ils ont su que je suis revenue, ils m'ont reconvoqué l'autre bureau encore une fois, en me disant qui c'est qui vous a fait revenir. Je leur ai dit, bah, je ne sais pas. Monsieur tel qui m'a fait revenir, bah oui, mais ça, ce n'est pas notre bureau à nous. Donc ils m'ont remise encore dans une jeep avec 4 militaires armés et hop, directement à la frontière libanaise. Je suis revenue quand même. Je suis retournée quand même en Syrie. Hein. Parce que c'est là que je voulais être, quoi. Mais pour vous dire une chose, c'est que ça a duré quand même 5 ans. 5 ans en mettant mon nom sur la frontière, à la frontière syrienne, pour que, comme quoi, interdit de séjour en Syrie. Bon, après, parce que avec des relations, on avait des relations, la famille, avec les généraux, les je ne sais pas qui. Bon, finalement, j'ai pu enfin rentrer en Syrie tranquillement et finir avec toute cette histoire. Ce témoignage, comme quoi les situations kafkaïennes, elles ne sont pas qu'à Prague, hein, elles existent aussi à Damas. Et merci beaucoup. Un seul truc seulement, c'est la division pour la division. Ça veut dire s'ils jouent la carte de la division, pourquoi nous ne jouons pas nous aussi la carte de la division entre eux? Parce que c'est entre eux qui se règlent. Alors là, vous faites plaisir à notre comploteur trotskiste Bernard Chalcha. Justement, est-ce que pas ça, les gens vont prendre au sérieux. Mais est-ce qu'il faut pas justement jouer la carte de la division du pouvoir? Oui, alors moi je voulais justement poser à nos amis cette question. La révolution, de toute façon, Bernard Guetta l'a dit, d'autres l'ont dit aussi, elle ne va pas s'arrêter. Nous ne sommes pas maîtres, personne n'est maître du processus. Comment faire pour éviter d'abord les dégâts humains monstrueux, comment limiter? Nous sommes confrontés à des massacres, des horreurs. Et deuxièmement, puisque de toute façon ça ne s'arrête pas, comment on peut aider? Sous l'angle que nous avons abordé aujourd'hui, c'est des minorités. Et je voulais dire, est-ce que le bloc sunnite arabe est un bloc si homogène? Est-ce qu'on est confronté vraiment à cette situation, une majorité sunnite arabe, islamisante, etc., face à des minorités qui ont très peur et qui disent on s'en va ou on soutient Bachar, ou en tout cas on est neutre? Est-ce que c'est vraiment ça la situation? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui peut se jouer dans l'identité arabo-sunnite? Est-ce qu'on peut dissocier, diviser, comment, pourquoi? Merci beaucoup. Alors,
Et c'est une remarque, évidemment, là, c'est très important ce que vous dites, Bernard. Encore deux questions, justement, à ce stade de notre réflexion d'aujourd'hui. Oui, monsieur, une main se lève, plusieurs mains se lèvent. Peut-être c'est un constat. Donc, je remarque quand j'entends les journalistes et les spécialistes de la région, je suis iranien, c'est la question de schématiser des choses, enfin jouer sur la carte de chiites sunnites. Bon, je crois et j'imagine qu'en Syrie aussi, ça se passe la même chose, en Irak peut-être différemment, mais ce que je peux dire en ce qui concerne le chiisme en Iran, on ne peut pas dire que vraiment on ne peut pas partager comme ça en disant que bon, les Iraniens sont des chiites. Quel genre de chiites? Il y a plusieurs chiismes. Et en plus, c'est un pouvoir en Iran au nom de chiisme, au nom de Velayat Fari, ça veut dire la souveraineté de Fari. Donc, dont les dignitaires chiites iraniens, la majorité, sont contre. Donc, c'est-à-dire les chiites iraniens ne sont pas représentés par cet État. Donc, quand cet État est allié à la Syrie, aux alavites syrites, on ne peut pas dire que des chiites iraniens et les alavites syriens font une force, etc., etc. Vous voyez, c'est très, très, très difficile et on risque de tomber dans des schématisations qu'on va se perdre et on ne va pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans la région vraiment. Merci beaucoup, monsieur, pour ce témoignage et cette interpellation. Alors, rapidement, parce qu'on doit rendre la salle dans 5 minutes, Mimi Abdo, Bernard Guetta, Randa Cassis. Bon, simplement pour répondre à monsieur, moi je suis complètement d'accord avec vous, monsieur. C'est pas en ce qui concerne le chiisme en Iran, parce que c'est peut-être très, beaucoup de détails que moi j'ignore. Mais c'est simplement pour faire la différence justement entre un pouvoir et la majorité des gens qui appartiennent à une religion. Là, je suis tout à fait d'accord. On doit faire la différence entre un pouvoir extrémiste, tout ce qu'on peut le dire, extrémiste, dictatorial, etc., etc., et la majorité des gens qui adhèrent à une religion et qui ne sont pas dans la même optique. Tout à fait d'accord. Bernard ? Je disais tout à l'heure, moi-même, avant même que vous n'interveniez, que s'il y avait une ligne de fracture entre chiisme et sunnisme, il valait mieux dire une ligne de fracture entre les chiismes et les sunnismes, parce que naturellement, aucune de ces deux parties n'est homogène. Particulièrement pas la population iranienne et le régime iranien, naturellement, bien sûr que oui, mais une réalité ne contredit pas l'autre. Ce que vous dites et ce que je dis, ce que nous partageons, est évidemment, je crois, est évidemment vrai. En tout cas, il suffit de se souvenir de la Révolution verte en Iran, ou plus spectaculaire encore, de la manière dont Khatami avait été élu et réélu. Avec quel enthousiasme, quelle ferveur populaire, même au moment de sa réélection, alors que chacun avait pu constater qu'il avait été empêché de faire quoi que ce soit par le guide. Mais on le réalisait par volonté de dire qu'on en avait assez de l'arbitraire du pouvoir et qu'on voulait un état de droit l'état de droit dont se réclamait Khatami. Évidemment que l'Iran est profondément divisé entre le régime et la population, pour simplifier, et multiple, tout simplement. Je me suis corrigé tout à l'heure en disant le Hezbollah, j'allais dire, qui est l'organisation pardonnez-moi, l'une des organisations, la principale, mais l'une des organisations politico-militaires ou politiques, en l'occurrence, du chiisme au Liban. Bien sûr, monsieur, évidemment. Il n'en reste pas moins qu'il y a une fracture aujourd'hui comparable aux guerres de religion en Europe entre chiisme et sunnisme. Hélas, mais c'est un fait.
Merci beaucoup, cher Bernard. Randa Cassis, alors en guise de pré-conclusion, puisqu'on s'achemine quand même vers la fin de nos travaux d'aujourd'hui, d'abord, qu'est-ce que vous retirez de ce séminaire et est-ce que c'est une raison d'espérer? Oui, je vous pose les questions de Lénine, revues et corrigées par la règle du jeu. Oui, l'insurrection continue. Et je crois qu'il faut se rendre au plus tôt, il faut envoyer un message à toutes les masses silencieuses aujourd'hui en Syrie. Il faut qu'ils viennent, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas leur place à des islamistes radicaux. Il faut qu'ils reprennent ces places-là. C'est ça ce qui est le plus important. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'il y a un bloc sunnite et un bloc des autres minorités. Je crois on peut peut-être créer un troisième bloc, c'est-à-dire un bloc qui réunit les musulmans laïcs, les musulmans qui veulent un État laïque, des chrétiens, des Kurdes, des Druzes, de plusieurs, des athées, parce qu'on en a aussi des athées. Alors on peut, je crois, nous pouvons travailler sur ce bloc-là pour faire face à une montée des islamistes aujourd'hui qui profitent bien de ce silence qui est quand même qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se retirent même de cette insurrection quand ils voient ces appellations de vendredi, des sunnites qui envoient des messages. Moi, je l'ai reçu. J'ai reçu plusieurs messages de plusieurs fanatiques qui me disaient notre révolution est une révolution islamique. Eh ben, tu nous épargnes de ton intervention, nous ne voulons pas de toi. Eh bien non, je ne laisserai pas ma place à ces islamistes-là. Je garderai ma place et j'encourage aussi les autres bien sûr, à rejoindre cette insurrection. C'est ça ce qu'on a besoin pour garder notre place, pour espérer qu'un jour on aura tout simplement un État de la Syrie. Ni un État arabe, ni un État musulman. Nous voulons un État syrien qui protège tous les citoyens et qui défendent le droit de l'individu. C'est ça ce que nous voulons. Une Syrie libre et démocratique. Merci beaucoup Randa Cassis. Puissiez-vous être entendu. C'était un peu le sens d'ailleurs du serment de Paris que Bernard Lévy nous avait fait signer il y a maintenant presque un an, il y a 10 mois. Que tu avais rédigé. Alors justement, 10 mois après, nouveau serment de Paris. Non, on ne va pas le passer ici. Peut-être que ce soir on est passé ce matin on n'est pas assez nombreux. Par contre, une chose est certaine, c'est qu'autour de ce que nos amis ont comme convergence fondamentale, c'est autour de ce programme-là que, pour la règle du jeu, je m'y engage, nous allons continuer à écrire, à agir, à manifester, à solliciter, à collecter de l'argent aussi à travers différentes formes d'associations dans lesquelles nous sommes impliqués. Je crois que, au moins, entre Mimi, entre Khaled et Randa, il y a un point commun, c'est que nous sommes attachés à une perspective démocratique et laïque pour la Syrie. Hors de ça, je ne sais pas si c'est point de salut, mais l'avenir ne sera pas très rose pour pas mal de millions de gens en Syrie. Voilà. Une dernière chose, si ce qu'on craint, ce que tout le monde craint, et dit voilà, c'est vraiment la grosse catastrophe, bon, parce que quand les islamistes sont arrivés au pouvoir, voyez ce qui se passe en Égypte, voyez ce qui se passe en Libye et en Tunisie, eh bien, il faut savoir que si ça arrive, ce sera pour le malheur de tout le monde, et non pas uniquement pour les minorités, pour la majorité, et surtout pour les femmes. Merci beaucoup, merci beaucoup Mimi Abdo. Ça sera la conclusion, justement, une pensée pour les femmes syriennes, pour les femmes qui se battent justement pour ce pays libre et démocratique que nous appelons tous de nos voeux ici. La semaine prochaine, au séminaire de la règle du jeu, on reste dans le monde arabe, mais on va décaler notre regard vers l'ouest, puisqu'on va quitter le Levant pour le Maghreb, et on va s'intéresser à l'Algérie, 50 ans bien sûr après son indépendance, et en posant une question très simple, mais qui résume l'ensemble des enjeux. Où va l'Algérie? Avec notamment donc Benjamin Stora et Mohamed Sifaoui, ainsi que Martine Gozlan de Marianne. Vous êtes les bienvenus, évidemment, entrée libre, et la suite du programme disponible sur le site de la règle du jeu, ainsi que la vidéo du séminaire d'aujourd'hui, www.laregledujeu.org. Merci à tous, à la semaine prochaine.